Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'uniformes. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux uniformes, les deux tenues de sortie qu'on peut retrouver chez les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant toute chose, je dois vous prévenir de certains points. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à vous constituer vos tenues de sortie. Elle n'est en aucun cas une bible qui vous épargnera l'achat d'ouvrages spécialisés, de livres ou tout simplement de recherches sur internet. Alors après, il sera possible de me contredire avec des photos d'époque. Si c'est le cas, peut-être que vous en savez déjà plus que moi. Puisque je n'ai pas la prétention de tout savoir, je ne suis pas spécialisé dans un domaine, je vous en montre plusieurs, c'est pour ça qu'on ne peut pas tout avoir. Je ne présenterai que ce que je porte pour vous épargner une vidéo qui durera 2 heures, et vous pourrez retrouver l'intégralité des éléments que je porte sous forme de kit list dans la description de cette vidéo avec le timing correspondant. Lors de la Première Guerre mondiale, pratiquement tous les régiments et même certains bataillons possédaient leur propre insigne de grade, la plupart non autorisés par le gouvernement fédéral des États-Unis. En 1920, il fut décidé de simplifier ces dizaines de grades en 7 niveaux de grades différents, appelés pay grade, qui correspondaient, encore de nos jours, à la solde qui était attachée. Les grades d'officiers métalliques de la Seconde Guerre mondiale avaient des dessins différents des grades métalliques actuels. Beaucoup étaient encore en argent massif, car les officiers issus de familles riches pouvaient se procurer dans les boutiques spécialisées des insignes de valeur. Il existe 3 grades de techniciens créés pour mettre en valeur l'expertise de chaque soldat, que ce soit opérateur radio, soldat du génie ou médecin militaire de combat. Ces grades furent créés le 8 janvier 1942 et les techniciens étaient payés de la même manière que les grades classiques correspondants. Exemple, le T5 était payé comme un caporal. Ces gradés n'étaient pas censés avoir de commandement, leur spécialité devant être leur priorité, mais il arrivait couramment qu'ils soient considérés comme des soldats classiques. Passons maintenant à la liste des grades. Pour le soldat de seconde classe, aucun insigne sur les manches et les épaules sont vierges. Cet échelon rentre dans le pay grade numéro 7, soit la solde minimale. Chaque soldat engagé commençait par ce grade qui était le plus bas de la hiérarchie. Pour le soldat de première classe, nous découvrons un unique chevron pointé vers le ciel. Ce grade rentre dans le pay grade numéro 6, donc les soldats de première classe sont payés un peu plus que les soldats de seconde classe. Les soldats de première classe n'ont toujours pas de responsabilité, ils sont simplement distingués pour leur ancienneté ou pour leur bravoure. Le grade de caporal spécialisé est une variante du caporal. Un T, pour Technician, vient se placer sous les chevrons. C'est le grade le plus bas dans la liste des grades spécialisés. C'est donc à partir de caporal que les soldats peuvent se spécialiser dans un domaine. Le grade de caporal disposait d'un chevron supplémentaire par rapport aux soldats de première classe et n'avait pas de T, contrairement au grade de T5. Il correspond à l'échelon 5 du pay grade. Donc le soldat touchait une solde de 66 $ mensuels, pour des soldats ayant moins de 3 ans de service, chiffre établi selon le barème d'après 1942. Un caporal peut diriger une équipe de combat de 3 à 5 hommes. Passons maintenant aux sous-officiers. Le grade de T4 est constitué de 3 chevrons, avec un T apposé en dessous. Une bande horizontale va faire son apparition à l'arrière du casque. Il pouvait arriver qu'ils soient considérés comme des sergents en second, donc au service du sergent, sans pour autant délaisser sa spécialité. Le sergent sera chargé de la gestion humaine d'un groupe, composé de 8 à 12 hommes. Il sera payé 78 $ s'il a moins de 3 ans d'ancienneté, correspondant au 4e pay grade. Nous reprenons l'insigne du grade précédent, mais sans le T. La bande de casque sera toujours là, et ceci vaut également pour les grades suivants. Ils assistaient le Staff Sergeant, ou sergent-chef, qui lui était chef de section. Sergent-chef spécialisé, ou T3, est le grade de spécialisation le plus haut. Il correspond au même niveau du pay grade que le Staff Sergeant, et recevait donc 96 $ par mois. Lorsqu'il n'exerçait pas sa spécialisation, le T3 pouvait être le second du sergent-chef commandant la section. Le grade de Staff Sergeant, ou sergent-chef en français, correspondait au grade du chef de section. Il sera épaulé par un sergent ou un sergent-chef spécialisé. L'insigne comporte les 3 chevrons avec un arc de cercle en dessous. Le Technical Sergeant, ou équivalent à nouveau à sergent-chef en français, est affecté au commandement d'un platoon, soit une section de 15 à 30 hommes divisée en groupes. Le grade a été renommé, après 1948, en Sergeant First Class, et fut créé en 1920 pour regrouper plusieurs distinctions de sergents. L'insigne est celui de Staff Sergeant avec un arc de cercle supplémentaire en dessous. Le grade de First Sergeant change après le 22 septembre 1942 suite au changement 3 de l'AR 600-35. Il passe du 2e pay grade au 1er, pour rejoindre le grade de Master Sergeant dans cette tranche à 138 $.
L'insigne évolue également, passant de 2 arcs de cercle à 3, comme pour le grade de Master Sergeant. Le losange central est, quant à lui, conservé. Le First Sergeant correspond à un adjudant dans l'armée française. Le grade de Master Sergeant équivaut, au niveau de la solde, au First Sergeant, mais pas avec ses responsabilités, qui sont au-dessus de ce dernier grade. L'insigne comporte toujours 3 chevrons et a 3 arcs de cercle, comme le grade de First Sergeant, mais sans le losange. Il a le plus haut grade au niveau des sous-officiers, il sera donc un expert dans son domaine, et sera sur le terrain. Les Warrant Officers n'ont pas d'équivalent français. Dans l'armée US, ils ont un rôle d'instructeur auprès des plus jeunes recrues, car experts techniques dans 17 branches avec 67 spécialités possibles. A noter que c'est en mars 1944 que les premières femmes furent admises à ce grade. Il était assez rare de trouver des Warrant Officers au combat. L'insigne porté par les WO est un ovale doré ressemblant à une pilule, avec 2 extrémités brunes. Un grade équivalent fut créé en juillet 1942 pour l'armée de l'air, Flight Officer. Un Warrant Officer sera payé $150 par mois. Le grade de Chief Warrant Officer est la suite du grade de Warrant Officer. Les rôles sont les mêmes, seule la solde évolue. Il a la même autorité qu'un officier, mais n'aura pas de commandement. L'insigne est un ovale doré cerclé de brun émaillé. Un CWO gagnera un minimum de $175 par mois. Le corps des officiers fait changer quelque peu l'équipement et l'uniforme par rapport aux sous-officiers. Les grades ne sont plus placés sur les bras mais sur les épaules, ou sur le col s'il s'agit de la chemise moutarde, et sur le calot. Il est également affiché sur le casque, soit par un grade soudé, soit par de la peinture. La bande horizontale, à l'arrière du casque, est remplacée par une bande verticale. On s'adresse au Second Lieutenant en disant Lieutenant. Un Second Lieutenant, ou sous-lieutenant en français, va mener une section de 2 à 3 groupes, soit de 16 à 44 hommes. Il recevra une solde de $150 mensuel minimum, correspondant au Pay Grade Officer 1, et son insigne sera un rectangle doré. Un lieutenant sera plus spécialisé dans un domaine que le sous-lieutenant, et sera donc plus facilement employé comme commandant de compagnie pour gérer 110 à 140 hommes. Un lieutenant sera payé minimum $167 par mois pour le Pay Grade O2, et son insigne sera le même rectangle que le grade précédent, mais couleur argent. Un capitaine aura le commandement d'unité de la taille de compagnie, donc 62 à 190 hommes, assisté par un sous-officier. Il pourra enseigner à l'école et dans les centres d'entraînement, et sera souvent un officier d'état-major au niveau du bataillon. Un capitaine sera payé $200 par mois pour le Pay Grade O3 et aura un insigne composé de 2 rectangles parallèles reliés entre eux par 2 fines tiges. Le Major, ou commandant en français, sera un officier d'état-major et sera chargé de gérer le personnel, la logistique et les missions opérationnelles. Un Major gagne $250 par mois au minimum, correspondant au rang O4. Son insigne sera une feuille de chêne dorée. Un Lieutenant Colonel commande typiquement un bataillon, donc pour un effectif allant de 300 à 1000 soldats, avec un sergent comme assistant, en général un Master Sergeant. Un lieutenant-colonel sera classé au Pay Grade O5 pour une solde minimale de $291 mensuel. L'insigne est la même feuille de chêne que pour le Major, mais en version argent. Le colonel aura le commandement d'une brigade, donc 3000 à 5000 hommes, et il sera payé $333 par mois, correspondant au Pay Grade O6. L'insigne représente l'aigle américain avec un blason, et l'aigle tient des flèches. La tête change de côté suivant l'épaule sur laquelle sera l'insigne, la tête devant être tournée vers l'avant de la veste. Sur le casque, la tête de l'aigle sera tournée vers la droite. Passons ensuite à la catégorie des généraux, qui comprend 5 grades distincts, et j'en évoquerai un dernier exceptionnel. L'uniforme de combat ne change pas par rapport aux officiers précédemment évoqués. Le Brigadier General est un officier adjoint à un général de division, que nous verrons après. Il sera un assistant pour l'emploi du temps des états-majors et la coordination des missions. Son insigne sera une étoile simple. La solde d'un général sera de minimum $500, correspondant au Pay Grade O7. Un Major General ou général de division, 3 étoiles en français, était destiné à commander des unités ayant une taille de division, soit 10 000 à 15 000 hommes. Bien que le Pay Grade évolue, nous sommes ici au rang O8, la solde minimale reste la même pour tous les grades qui vont suivre, $667 par mois. Le Lieutenant General, ou général de corps d'armée 4 étoiles en français, commande des unités de 20 000 à 45 000 hommes. Son Pay Grade est à O9 et il a 3 étoiles comme insigne. Le grade de General, ou général d'armée 5 étoiles en français, est atteint si et seulement si le général a plus de 30 ans de service. Il commande toutes les opérations qui seront dans sa zone de responsabilité. Son Pay Grade est O10 et il sera familièrement appelé général 4 étoiles. Utilisé uniquement en temps de guerre, le General of the Army est un grade qui a été instauré pour permettre aux généraux américains d'être au même niveau que leurs interlocuteurs étrangers. Couramment appelé général 5 étoiles aux États-Unis, ce grade n'est plus utilisé actuellement dans l'armée américaine. Il a le Pay Grade O11.
Le grade de General of the Armies est un grade exceptionnel car il n'a été décerné qu'à 2 personnes dans l'histoire de l'Amérique, dont une à titre posthume qui était George Washington. L'autre général à avoir pu gagner ces 6 étoiles fut John Pershing, promu en 1919 suite à son implication pendant la Première Guerre. De 1902 à 1917, l'armée US avait 2 uniformes, un pour le combat et un pour la tenue de sortie. Mais après la fin de la Première Guerre, il fut décidé de créer une veste permettant d'être utilisée au combat mais aussi au repos, les États-Unis étant en paix. C'est en 1935 que l'armée débuta une étude qui dura 4 ans pour remplacer les vestes. L'utilisation de ces vestes avait été jugée non adaptée au terrain, mais elle constituait une bonne base pour la tenue de sortie. Ainsi naquit la veste M41, aussi appelée Parsons Jacket, remplacée ensuite par la veste M43. Ces 2 vestes remplaçant alors la veste de service utilisée depuis 1926 dans l'armée US. La veste de service put alors évoluer en 1939 suite à l'étude de l'US Army pour être développée au niveau de l'esthétisme et non plus seulement au niveau pratique. Ainsi, les décorations et prix pouvaient être installés sur la veste. Le pantalon moutarde M1937 est le pantalon réglementaire de l'armée US. Il est utilisé au combat par l'infanterie avec une veste M41 et peut être porté sous le pantalon M42 pour les parachutistes américains. Il comporte 2 poches latérales et 2 poches sur les fesses et est en laine brune, d'où son appellation pantalon moutarde. Il peut être porté avec une ceinture et comporte un rabat à l'intérieur de la face avant car le pantalon pouvait être traité anti-gaz. Les bottes de saut furent créées par William P. Yarborough en 1941 pour être utilisées par les troupes aéroportées. Il était cependant possible d'en trouver sur des Rangers, ceux-ci pouvant acheter leurs propres bottes de saut. Elles étaient ainsi tolérées au combat et sur les tenues de sortie. Il s'agit de l'ancêtre des chaussures d'intervention, considérées comme plus pratiques que les brodequins en cuir avec des guêtres. Elles sont nouées par un long lacet et le pantalon moutarde M1937 est glissé dedans au moment du serrage. Il est possible d'utiliser un élastique pour faciliter cette manipulation. Le principal fabricant de bottes de saut était Corcoran, fabricant qui existe toujours aujourd'hui, mais il en existait d'autres à l'époque. La chemise moutarde M1937 vient compléter le pantalon du même nom. Elle dispose de 2 poches de poitrine et était utilisée par toute l'armée US, que ce soit troupes d'infanterie régulière sous la veste M41, comme pour les parachutistes sous la veste M42 puis M43. Attention à bien choisir votre taille pour éviter d'obtenir un effet parachute. Il faut que la longueur des manches soit correcte pour arriver au niveau des poignets, et votre tour de col sera également important pour la confection de votre chemise. La chemise moutarde comporte 2 poches sur la poitrine pour transporter un portefeuille et d'autres petits documents. Il était possible de porter les grades sur la chemise M1937, mais pas obligatoire, tout dépendait si vous vouliez l'utiliser au combat, sans veste par-dessus ou non. Une cravate sera portée en plus de la chemise moutarde, elle devra être retroussée entre le 2e et 3e bouton, contrairement à l'armée française de l'époque qui laissait pendre la cravate sur le ventre. Il s'agit ici d'une ancienne cravate dans l'armée française. Le calot des parachutistes est un calot d'infanterie avec un liseré bleu, avec un insigne apposé dessus. Les hommes de la troupe et sous-officiers n'avaient pas leur grade, contrairement aux officiers qui pouvaient le porter sur l'insigne. C'est également par cet insigne qu'on peut distinguer si le para est un soldat qui saute en parachute ou arrive en planeur. Pour rappel, les troupes aéroportées étaient rattachées à l'US Army, donc armée de terre, contrairement aux para-allemands rattachés à la Luftwaffe. Attention à la taille, le calot ne doit pas aller d'une oreille à l'autre et doit être penché légèrement sur un côté de la tête. La première veste 4 poches classe A fut créée en 1939 et une version révisée est sortie en 1942, version que vous voyez actuellement. Cette veste n'était pas vue sur le front. S'il fallait sortir en zone de combat, c'était la tenue de combat sans le ceinturon qui était choisie. La veste 4 poches fut utilisée jusqu'à la fin de la guerre, malgré l'apparition de la High Jacket, censée la remplacer. Une veste 4 poches classe A est difficile à mettre en place, surtout lorsque vous commandez sur internet, car elle doit être parfaitement à votre taille. Mieux vaut donc aller en magasin pour essayer, quitte à y mettre le prix. Les décorations nécessitent également du travail. Attention aux vestes originales, elles ont des tailles américaines et il y en a 2. 38 XL correspondra à M avec la longueur d'une veste en XL. Ainsi, je n'ai pas pu fermer une veste en 38 XL malgré que la longueur de la veste soit bonne. Il faut donc que la taille de votre veste corresponde à la taille de votre torse. La longueur des manches est également importante. Nous retrouvons de multiples insignes sur cette veste datée de quelques jours après le débarquement. Sur le col, des disques en métal correspondent ici à l'infanterie. Sur les bras, le grade de Staff Sergeant, ou sergent-chef en français, sera cousu à mi-chemin entre le coude et l'épaule. En dessous, on trouve une barre cousue pour 6 mois de service passés hors USA. Sur l'épaule gauche, on trouve le Screaming Eagle de la 101e aéroportée, cousu à 1,27 cm de la couture de l'épaule. Attention au renfort d'épaule qui pourrait vous empêcher de coudre correctement votre aigle. Sur la poitrine droite, la citation présidentielle était attribuée à toutes les divisions ayant accompli des actes héroïques lors de combats contre un ennemi armé. Il n'était pas nécessaire de participer au combat en question pour pouvoir porter cette distinction. Sur la poitrine gauche, nous avons l'insigne de brevet de saut pour les 5 sauts réglementaires de la formation.
Le prix de tir est épinglé sur la poche avec la distinction fusil, pistolet et carabine, récompensant les meilleurs tireurs dans les disciplines apposées dans les encarts. Attention, un bon prix de tir seconde guerre sera avec un fond gris-bleu. Une veste de sortie peut avoir de nombreux insignes et décorations, mais moins il y en a, mieux vous serez vu en reconstitution. Après, tout dépend des choix que vous adopterez pour votre personnage fictif. Attention également à la date que vous représentez pour votre tenue. Votre veste n'aura pas les mêmes décorations que si vous êtes début juin 1144 ou un mois plus tard. Il s'agit là d'une veste pour les hommes de la troupe et sous-officiers. Les vestes pour officiers auront une ceinture en plus et la couleur sera différente. Attention à ne pas porter de casquette qui était destinée qu'à n'être portée que sur le sol américain. Concernant les décorations, je suis d'avis de mettre des décorations cohérentes avec l'époque et l'ancienneté et non en fonction de notre vie personnelle. Nous pratiquons la reconstitution, soit la reproduction de ce qui a existé à l'époque et non le reflet de nos exploits personnels. Le calot infanterie est ce qu'il y a de plus basique. Il ne comporte pas d'insigne pour les hommes de la troupe et les sous-officiers. Le liseré bleu est la couleur spécifique de l'infanterie. Les warrant officers, les officiers ou les généraux auront leur propre couleur, perdant de ce fait l'arme du début de leur carrière. Les Américains ont surnommé le calot Garrison Cap lorsque l'armée française parle de bonnet de police. Les expérimentations lors de l'arrivée des troupes US en Europe ont confirmé que la veste 4 poches n'était pas adaptée au combat. En février 1943, une veste courte en laine fut demandée par l'armée de l'air pour équiper à la fois les personnels au sol et les pilotes. En mai 1943, le principe de la veste en laine raccourcie fut validé. À l'automne, le général Eisenhower écrivit au général Marshall pour lui suggérer d'adopter cette veste dérivée de la battle dress britannique. Ayant touché un échantillon avant sa distribution, Ike put adopter cette veste avant tout le monde, d'où le surnom qui lui a été donné, Ike Jacket. La fabrication commença en mai 1944 et elle fut distribuée en Europe à partir de novembre 1944. Sur la poitrine gauche sera placé le Combat Infantry Badge, ou CIB, délivré après 30 jours de combat. Sur la poche gauche, on retrouve le prix de tir avec la cartouche Rifle, signifiant une récompense au tir au fusil. Notre soldat porte 3 médailles, de gauche à droite. La Purple Heart, attribuée entre autres aux soldats ayant reçu une blessure causée par un tir ennemi. La médaille de la campagne européenne, africaine et moyen-orientale, ou médaille ETO, avec 2 étoiles. Et enfin, la médaille de bonne conduite est attribuée à tout soldat ayant fait une année de service exemplaire. Par les grades sur les bras, nous pouvons voir que ce soldat est sergent. Son insigne Rangers version Diamond sera cousu à 1,27 cm de la couture de l'épaule gauche, comme il était réglementaire de le faire. Attention, le diamant n'est apparu qu'après septembre 1944, l'insigne précédent étant le scroll où apparaissait le numéro du bataillon. Sur le bras gauche, 3 bandes sont présentes, correspondant à 1 an et demi passé à l'étranger, une bande équivalent à 6 mois. Les Rangers portant une distinction présidentielle suite à son application lors du débarquement en Normandie, cette petite barre dorée et bleue est portée sur la poitrine droite. Des disques de colle métalliques viennent se placer sur les rabats du col de la High Jacket. Une bonne tenue de sortie doit être adaptée à votre carrure, votre taille, mais aussi à l'histoire et la période que vous voulez représenter. Pour une unité donnée, vous pourrez avoir de multiples versions en fonction de l'époque que vous reprenez, ceci en fonction des médailles, des grades ou du type de veste. Renseignez-vous avant de mettre une médaille, vous devez pouvoir la justifier en cas de problème avec un autre reconstitueur. Je ne suis pas contre le port de la Medal of Honor, du moment que l'histoire de votre personnage et ses grades sont cohérents. Est-ce que les mannequins des musées ont été blessés pour porter la Purple Heart? Non, c'est donc la même chose pour nous humains. Je ne connais pas grand monde qui peut prétendre mériter les médailles qu'ils portent, mais il ne s'agit pas ici du reflet de la réalité, mais d'une reconstitution vivante. Le tout est de rester cohérent et de connaître son domaine. La tenue de sortie étant un dérivé de la tenue de combat, le pantalon moutarde M837 fut conservé. Il suffit simplement d'être lavé et repassé, ce qui n'est pas forcément le cas pour celui présenté ici en image. Il s'agit d'une reproduction, mais pour une fois je vous autorise à porter de l'original, celui-ci n'étant pas destiné à être abîmé vu qu'il s'agit d'une tenue de sortie. Une ceinture pourra être portée afin de maintenir correctement votre pantalon au niveau de votre nombril, comme l'impose le port des pantalons de l'époque. Les bottes de saut ont été destinées aux parachutistes américains, mais il était toutefois toléré d'en porter chez les Rangers, autant pour leur tenue de combat, les bottes étant plus pratiques que les brodequins avec guêtres, que pour leur tenue de sortie. Sinon, les brodequins en cuir lisse seront portés sans avoir le pantalon rentré à l'intérieur. Le fabricant le plus connu était Corcoran, mais seuls les Rangers les plus fortunés pouvaient en acheter, les prix étant élevés. Les parachutistes n'avaient pas ce problème vu que les bottes étaient perçues dans leur package de combat. La chemise moutarde M1937 était fournie avec le pantalon du même nom, comme pour la tenue de combat de toutes les troupes US, lorsque la chemise moutarde n'était pas remplacée par la chemise HBT.
Une cravate sera portée pour cacher les boutons apparents et sera glissée entre le deuxième et troisième bouton, comme le prévoit le règlement. Prenez garde à votre taille, la chemise ayant une coupe de l'époque. Ne prenez donc pas en compte la longueur de la chemise lors de vos calculs de mensuration. Ne gardez que la longueur des bras, du tour de votre torse et du tour de col. La hike jacket est apparue en Europe après novembre 1944, afin de pouvoir constituer à la fois une veste de combat, mais aussi une veste de sortie. Notre sergent se reconnaît grâce à ses grades et il porte la citation présidentielle sur le côté droit de la veste, obtenue après le débarquement en Normandie. Des disques de col infanterie viennent se placer sur les rabats du col. Sur le côté gauche, nous retrouvons le Combat Infantry Badge, CIB, décerné après 30 jours passés au combat. 3 médailles se retrouvent en dessous. La Purple Heart, médaille des blessés, la médaille ETO avec 2 étoiles, pour 2 campagnes ou opérations auxquelles le soldat a participé, et la médaille de bonne conduite pour une année de service exemplaire. Il n'a que 2 étoiles sur sa médaille ETO car il était blessé pendant la bataille de Normandie, ratant une partie de la libération de la France. Un prix de tir se retrouve sur la poche gauche. La veste est ici patchée en version Rangers à l'hiver 45. Le patch Diamond des Rangers est apparu sur les vestes de sortie à partir de septembre 1944. Sinon, c'était l'insigne Scroll qui était retrouvé sur les vestes 4 poches. Les 3 bandes sur le bras gauche attestent que ce Rangers a passé minimum 1 an et demi en Europe. Le calot infanterie ne comporte aucun insigne et seuls les officiers auront leur grade toléré dessus. Le liseré bleu correspond à l'infanterie, chaque corps d'armée ayant sa propre couleur. Les Français disent bonnet de police pour désigner un calot, les Américains utilisaient Garrison Cap. Parce que Ike Eisenhower fut une figure sympathique au sein de l'armée US, le fait qu'il porte une nouvelle veste et également qu'il la conseille aux autres généraux déclencha comme un effet de mode et la Hike Jacket n'a eu aucun problème à remplacer la veste 4 poches qui nécessitait plus de soins dans son entretien et son transport. La veste 4 poches classe A était réservée aux hommes de la troupe et sous-officiers. Créée en 1939 pour ne pas utiliser la veste de combat pour les cérémonies, elle connut une nouvelle version plus ergonomique en 1942. Cette veste n'était pas à porter sur le front mais à l'arrière. Ce Staff Sergeant, sergent-chef en français, a ses grades cousus à mi-chemin entre l'épaule et le coude. Sur cette veste patchée aux couleurs de la 101e division aéroportée, nous avons une configuration que nous pouvions retrouver juste après le débarquement en Normandie, comme l'atteste la citation présidentielle attribuée après le succès de l'opération Overlord. En revanche, aucune médaille n'a encore fait son apparition, les paras venant tout juste d'arriver au combat. Sur la poitrine gauche, le brevet para se trouve au-dessus de la poche. Les couleurs du régiment peuvent être apposées grâce à un ovale tressé, mais ce n'est pas obligatoire. Les prix de tir se retrouvent sur le rabat de la poche. La petite bande présente sur le bras signale que ce para est parti hors USA pendant au moins 6 mois, le 506 étant arrivé en Angleterre en septembre 1943, donc 9 mois avant le débarquement. Des disques de col infanterie pour les hommes de la troupe et sous-officiers viennent se placer sur le rabat du col. Le calot parachutiste est un bonnet de police d'infanterie classique avec un insigne spécifique pour les paras présents sur le côté gauche. Cette configuration n'était en revanche destinée qu'aux hommes de la troupe et sous-officiers. L'insigne permettait d'identifier la nature du soldat, cela pouvait être un paré classique mais aussi un glider. Attention lors de la couture des différents insignes sur la veste, l'idéal est de prendre le moins possible la doublure avec le fil, ce qui relève parfois du travail de professionnel. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation d'uniforme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, à lâcher un commentaire, à lâcher un pouce bleu et je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation d'uniforme et ou de réplique. Salut! Hey, t'écris à ton copain, c'est ça? Dégage-toi! Non, pas commode, la demoiselle.